Alors, quel est l'impact de la reprise de la mine d'or de Morila sur la population? Bon, on peut dire sur la communauté locale. Je pense que avec le nouveau code minier qui a été adopté en 2023, dont moi-même je suis un des acteurs, un des instigateurs de ce code minier, qui est quand même dans lequel il y a eu beaucoup d'aménagements, il y a eu beaucoup de changements, afin que les ressources minières et minérales puissent profiter aux Maliens et à la communauté locale. Il y a un des changements majeurs qui est intervenu dans ce code minier, c'est que désormais, la mine octroie 0,75% de son chiffre d'affaires directement à la communauté locale pour le développement local. Dans les anciens codes miniers, cela n'existait pas. Il y avait un fonds qui était les patentes qui étaient versées à la mairie, ou sinon à la région, il y avait une clé de répartition. Mais maintenant, directement, dans le nouveau code minier, 0,75% est immédiatement injecté dans la communauté pour le développement local. Donc, ça va directement à la mairie qui va utiliser ce montant pour faire des routes, pour faire des dispensaires, des hôpitaux, l'électricité, les forages d'eau, l'école, ainsi de suite. Donc ça va aller directement dans le développement local. C'est comme ça que la communauté locale pourra voir la couleur de l'or. Et je pense que ça avait beaucoup manqué, ça a été corrigé dans le nouveau code minier de 2023. Donc toute nouvelle mine qui va se mettre en place, et certainement va se conformer au nouveau code minier de 2023. Et ce nouveau code minier exige un fonds de développement local. Je pense que la population de Morila va sentir cette fois-ci vraiment la couleur de l'or. On va voir la brillance de la couleur de l'or cette fois-ci. Parce que si on arrive à appliquer vraiment ces mesures, je pense que la communauté va réellement sentir qu'il y a une mine dans leur localité. Parce que si tous ces fonds est mieux utilisés à bon escient, à mon avis, ça peut faire oublier la population les différentes plaintes qu'elle a eu à faire en ce qui concerne que l'or ne brille pas pour les Maliens. Parce que tant que la communauté locale ne sent pas ces changements dans leur vie, c'est en ce qui concerne que la mine puisse financer des centres de formation, la mine puisse former des jeunes qui sont là-bas, la mine puisse faire que le village ou les villages environnants puissent avoir de l'eau potable et puissent avoir de l'école. Je pense que si ces mécanismes-là sont mis en place, je ne pense pas que la population va se plaindre. Il y a un autre facteur, ça c'est le contenu de la loi sur le continent local, qui a quand même qui est une innovation dans le secteur minier. C'est la toute première fois que le Mali adopte une loi sur le continent local. Et moi-même, j'ai été un des acteurs de l'élaboration de cette loi. C'était une proposition de loi qu'on a eu à faire. Je salue de passage sur Ibrahim Traoré aussi. Et on a eu à faire cette loi qu'on a proposée au CNT. Aux membres du CNT, on a travaillé ensemble sur cette loi. Et compte tenu vraiment du bien fondé de cette loi a été adoptée, promulguée par le président de la République. Ça parle de quoi? C'est là où je vais en venir. Cette loi qui va permettre que certains travaux, les main-d'œuvre non qualifiées, seront directement attribués aux jeunes de la localité. C'est-à-dire tout ce qui concerne le gardiennage, tout ce qui sont les travaux qui ne nécessitent pas un diplôme, et c'est les jeunes qui sont dans cette localité qui seront privilégiés. Entre autres. Voilà, entre autres, il peut y avoir la cuisine, il peut y avoir, si la mine a besoin de la viande, du maraîchage, des produits de maraîchage, au lieu d'acheter ça jusqu'à Bamako ou bien jusqu'au Sénégal, la mine doit acheter directement dans le milieu local. S'il y a des maraîchers qui travaillent là-bas, la mine peut même financer les jeunes à faire du maraîchage et après la mine peut acheter leur production. Tout ça, c'est des politiques afin que la population locale puisse sentir vraiment l'impact de la mine sur leur vie quotidienne. Donc le code minier et le contenu local est venu pour pallier vraiment à ce problème-là. Au lieu que chaque fois la mine les importe des travailleurs étrangers
et même venant aussi de Bamako, parce qu'on ne peut pas laisser les jeunes qui sont là-bas et venir prendre des jeunes à Bamako et les amener faire les mêmes travaux qu'eux peuvent faire. Donc le contenu local est venu vraiment mettre fin à ça. Deuxième chose, c'est que le contenu local va favoriser les entreprises locales. Si dans la zone, il y a des entreprises locales qui sont spécialisées, par exemple, en termes de maçonnerie, en termes de plomberie, tout ce qui est travaux d'ordre vraiment professionnel. Et la mine va privilégier ces petites entreprises et leur donner des marchés afin que ces entreprises aussi puissent mieux émerger et aller très loin. Et ces entreprises pourront même prendre des Maliens, d'autres Maliens comme travailleurs, employés. C'est une méthode de lutter contre le chômage des jeunes, surtout dans le milieu rural. Donc vraiment, le contenu local va permettre que la communauté locale va réellement sentir davantage les retombées de l'exploitation minière dans leur zone. Et voilà un peu les avantages aussi des nouveaux changements qui sont intervenus. Je veux simplement dire que Morila n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire, je vous ai donné le cas de Sadiola, qui avait été exploité par AngloGold de 1997 jusqu'en 2014-2012, si je ne me trompe pas, avant que la mine soit fermée. Parce qu'il était prévu que cette mine devrait aller en souterrain. Vu le coût d'exploitation à cause de la demande d'électricité, le partenaire qui était là-bas a préféré partir. Mais quelqu'un d'autre a repris la mine. La mine est restée fermée jusqu'à 2-3 ans, on peut dire, avant que ça soit reprise par une autre société minière qui est en train de faire tourner maintenant cette même mine. Et le cas s'est passé à Siama. Et Siama, avant, ça appartenait à AngloGold, à Randgold. Et Morila aussi, c'est pareil. Morila, c'était un projet minier qui appartenait à AngloGold et à Randgold. Voilà, donc c'est pour vous dire que techniquement tout ça c'est facile à résoudre. Les mines d'ailleurs sont comme ça. Et quelqu'un vient, si vous finissez selon vos prévisions et selon la limite de votre capacité technique, et vous pouvez arrêter, et puis quelqu'un d'autre viendra prendre et puis va continuer les travaux d'exploration, ainsi de suite. Donc une mine peut aller jusqu'au-delà de 50-100 ans, hein, selon vraiment. Ah oui, donc c'est pour simplement dire que cela n'est pas un souci et pour reprendre une mine. Ça, c'est très très fréquent dans le secteur minier. Et voilà, il y a toujours ce cas qui arrive. Et une mine, je pense, le cas est à Kalana. Kalana, quand même, ce fut la première mine du Mali de 1985. Mais jusqu'à maintenant, Kalana est en activité. Hein. Souvent, il y a des périodes où on ferme la mine. Vous allez voir le nouveau acquéreur, quand il va prendre la mine, il va faire des études qu'on appelle l'exploration. Il va pousser l'exploration pour pouvoir faire une bonne évaluation de la quantité du minerai que lui-même il peut exploiter. C'est ainsi de suite. Bon, lui aussi, quand il arrive à terme, il va vendre. Quelqu'un aussi qui a les moyens de faire des nouvelles découvertes, ainsi de suite. Voilà la vie du mine. Donc, ce n'est pas un souci technique et il y a toujours des solutions par rapport à ça. D'accord, ça c'est compris. Le Mali, quand vous prenez le Mali en Afrique, il fait partie des champions en matière des ressources minières. Mais on se demande pourquoi le Mali n'extrait pas à travers ses propres moyens et également à travers ces jeunes formés. Est-ce qu'il y a des écoles de formation en ressources minières au Mali? Oui, ça c'est un problème de ressources humaines. Parce que qu'est-ce qui nous a beaucoup manqué, c'est que les ressources humaines a beaucoup manqué, les moyens techniques, les moyens financiers, parce que je vous ai dit que le secteur minier est trop budgétivore, ça demande beaucoup d'argent. Et souvent, parce que pour qu'il y ait une mine, il faut des travaux d'exploration. Et les travaux d'exploration, c'est là où vous pouvez mettre des centaines de milliards et au bout du compte, il n'est rien trouvé. Donc c'est trop risqué pour un État qui n'a pas assez de moyens. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup d'États se sont retirés en laissant ça dans la main des multinationales qui ont des moyens financiers, qui ont des moyens techniques pour pouvoir mener à bien ces opérations. Donc voilà. Donc ça c'est l'une des plus grandes difficultés que le Mali a. Ce n'est pas seulement le Mali que les pays africains ont. Ça c'est les problèmes de la ressource humaine, ça c'est les problèmes techniques, les problèmes financiers. Parce que si un projet nécessite 200 milliards
de francs CFA. Ce n'est pas aisé pour un État de lever ce fonds-là. Surtout s'il y a d'autres priorités qui sont là, les problèmes d'électricité, les problèmes de ceci, c'est là qu'il faut gérer. Ce n'est pas évident pour un État d'aller s'endetter à des montants aussi élevés que ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'États se sont vraiment retirés. C'est la base même d'une richesse. Voilà. Bon, maintenant, quand vous prenez aujourd'hui où on en est, il y a des milliers de Maliens qui ont cette capacité technique. C'est des ingénieurs géologues, il y en a des centaines et des centaines de milliers de jeunes. Il y a des ingénieurs en exploitation minière, il y a des ingénieurs en traitement de minerais, c'est-à-dire toute la chaîne en termes de ressources humaines est déjà là. Mais comment pouvoir les employer, c'est ce qui pose problème. Mais maintenant, c'est à l'État maintenant de créer des conditions. Comment pouvoir utiliser cette ressource humaine, sinon ça serait vraiment un manque à gagner pour l'État, parce que comment on peut former des ingénieurs et puis les laisser dans la rue comme ça. Pourtant, le besoin parfois, le besoin est là, le besoin est crucial. Parce qu'en termes de ressources minérales, parce que les ressources minérales, ce n'est pas seulement que l'or, le lithium, ainsi de suite, il y a le pétrole, il y a le gaz. Donc moi, je pense que l'État aurait dû trouver les moyens. Comment ces jeunes qui ont été formés, que ces jeunes-là ne se retrouvent pas aussi dans la rue à chômer, il faudrait trouver un cadre de pouvoir les récupérer, de pouvoir les utiliser à bon escient. Vu que le pays regorge d'énormes potentialités en ressources minérales, à mon avis, ce serait du gâchis de vraiment de laisser tous ces jeunes intellectuels qui ont des Master 1, des Master 2 dans les ressources minérales, mais souvent ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une politique minière qui puisse vraiment encadrer la ressource humaine formée dans ce secteur. Sinon, le besoin est là, et la ressource humaine est là. Mais maintenant, ce qui manque aussi, ça c'est les ressources financières. Parce que les projets miniers, comment pouvoir lever les fonds, ça c'est vraiment une problématique très difficile à gérer pour un État. Bon, si c'est les investisseurs locaux aussi, le problème reste crucial. Parce que vous avez beau essayer de développer une petite mine qui nécessite 20 milliards, 10 milliards, mais si vous n'avez pas une banque qui est prête à vous accompagner, le projet va dormir dans le tiroir. Il y en a plein comme ça, des projets, des très bons projets qui sont dans le tiroir. Mais peut-être s'il y avait un moyen, un mécanisme d'accompagner ces projets-là, les détenteurs de ces projets-là, je pense que le Mali aurait eu pas mal de mines de carrière qui allaient nous éviter, par exemple, d'importer le ciment, qui allaient nous éviter d'importer le fer, qui allaient nous aider vraiment à résoudre le problème énergétique avec le lithium, avec l'uranium, avec la bauxite. Donc je salue le professeur Diala qui avait quand même pu développer la bauxite. Mais malheureusement, il n'y a pas un accompagnement. Bon, les banques maintenant, il n'y a pas un banque d'investissement dans le secteur minier. Vous voyez un peu ce qui nous fragilise, ce qui nous met maintenant à la merci des multinationales. Parce que si nous n'avons pas tous ces mécanismes, on est obligé de faire appel maintenant aux multinationales. Et quand les multinationales viennent aussi, elles viennent avec ces main-d'œuvre. Est-ce que ça, c'est un problème? C'est un gros problème. C'est un gros problème. Mais tout ça, c'est à l'État de pouvoir mettre en place une stratégie de politique minière en termes d'utilisation des ressources humaines. Si vous prenez dans les années 70, l'État a beaucoup utilisé les ressources humaines que l'État avait envoyées en URSS, des ingénieurs qui avaient été formés là-bas. Quand la plupart sont venus, ils ont beaucoup travaillé pour l'État. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs permis de découvrir pas mal de gisements d'or au Mali à cause de l'expertise de ces ingénieurs qui ont été formés en Union soviétique. Maliens. Donc, vous voyez un peu l'apport de la ressource humaine en termes de découverte de gisements, en termes de l'exploitation. Et maintenant, l'État utilisait et avait les moyens de les utiliser au niveau de la SONAREM. Mais maintenant, toutes ces structures-là ont disparu. Mais maintenant, ça laisse la porte ouverte maintenant aux multinationales. Et voilà, ça n'arrange pas du tout l'État. À mon avis, c'est l'État qui doit essayer de voir quelle stratégie mettre en place pour pouvoir utiliser les ingénieurs, des milliers d'ingénieurs qui sont formés par an, que ce soit au Mali et à l'étranger, et surtout la diaspora aussi, comment pouvoir les attirer à venir investir dans le secteur minier. Tout ça reste des défis à relever pour l'État, afin que ce secteur-là puisse être un grand levier de développement, un poumon du développement de l'économie nationale. Parce que de nos jours, il y a des pays qui se sont développés qu'avec une seule ressource minérale. Je vous donne le cas de Botswana.
Rien qu'avec le diamant, aujourd'hui, le niveau de vie du Botswana dépasse celui de certains pays européens. Si vous prenez le Qatar, ils n'ont que le gaz. Si vous prenez les Émirats, ils n'ont que le pétrole. L'Algérie, il n'y a que le pétrole et le gaz. Mais ces pays, quand même, ont pu optimiser, rentabiliser leurs ressources minérales et qui a servi à leur développement. Et nous, maintenant, en tant que Maliens, en tant qu'Africains, ça nous a beaucoup manqué de pouvoir vraiment se servir de nos ressources minérales qui puissent nous aider à sortir de l'ornière, de cette pauvreté chronique dans tous les domaines. Les ressources minérales, par exemple, pouvaient servir à financer l'agriculture, à booster d'autres secteurs et vraiment ça allait booster l'économie nationale, ça allait être un moyen de lutter contre la pauvreté, contre le chômage des jeunes, sur beaucoup de plans. Mais malheureusement, vraiment, ça laisse à désirer. Et vraiment, bon, on espère que ça viendra. Parce qu'on sent un tout petit peu des changements. On espère que ça va changer. Sinon, vraiment, rien que les ressources minérales du Mali, ça peut aider l'État malien, le Mali à sortir de la pauvreté. Je vous donne le cas de la phosphate de Tilemsi, qui est l'une des meilleures phosphates au monde en termes de qualité. N'est-ce pas? Ah oui. Mais cette phosphate est laissée à ciel ouvert. On n'a même pas besoin de traitement chimique dans la zone au niveau de Bourem, et ainsi de suite, les phosphates de Tilemsi. Si on arrivait à exploiter ça, le prix de l'engrais, au lieu que ça soit 15 000, on peut l'avoir à 3 000, 4 000 francs. Vous voyez un peu, on a la dolomie agricole qui avait été développée, par Malani Diallo et par Diawara aussi, avec la chaux agricole qu'on appelle Farano. Malheureusement, il n'y a pas eu vraiment un accompagnement de l'État, de ces investisseurs. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une volonté politique qui est... C'est ça, c'est ça. Il faut une bonne volonté politique d'encourager aussi les champions nationaux, les investisseurs nationaux qui ont quand même eu le courage, l'audace d'investir ici au Mali, dans un secteur aussi risqué. Parce que le secteur minéral des ressources minières est très risqué. Donc maintenant, l'État aurait dû aider, les accompagner. Ça allait peut-être inspirer d'autres investisseurs locaux à pouvoir investir, par exemple, dans le ciment, dans le fer, afin qu'on ait des centaines de dents-côtés chez nous. On a toutes les conditions pour avoir des dents-côtés chez nous. Hein. Mais malheureusement, l'État n'a vraiment pas pu accompagner ces champions nationaux afin que leur domaine d'activité soit vraiment plus inspiré d'autres investisseurs locaux à aller dans ce secteur. D'accord, ça c'est compris. Avant de clore cet entretien avec vous, M. Diallo, pouvez-vous nous dire aujourd'hui comment va le secteur minier aujourd'hui au Mali? Est-ce en bon état ou quelle est sa part dans l'économie nationale aujourd'hui? Bon. Et vous pouvez terminer avec votre mot de la fin. D'accord. Donc le secteur minier, je pense que selon ce que disent le ministre de l'économie, ça rapporte presque 700 milliards au budget de l'État, presque un tiers ou un quart du budget de l'État. Ça veut dire que si vous voyez beaucoup de dépenses de l'État, il ne faut pas aller chercher. Quand on se tape la poitrine, comme on fait là, c'est que l'argent est venu quelque part. C'est quelque part là. Il faut chercher les ressources minières, qui est un grand pourvoyeur de fonds pour l'État. Donc, à mon avis, avec l'arrivée aussi du lithium, qui quand même, si les contrats sont mieux négociés, et je pense que le Mali peut aller au-delà de 1 000 milliards, 2 000 milliards en termes d'entrée. Vous voyez ce que ça peut rapporter dans l'économie d'un État. Il y a même une deuxième mine de lithium qui est en cours, qui doit être inaugurée en principe avant fin 2025 ou début 2026. Si cette mine rentre en production, le Mali va se positionner comme premier producteur de lithium en Afrique et troisième dans le monde. Et ce lithium est très stratégique en termes de ressources renouvelables. Donc, vous voyez le problème de carburant que nous traversons, le problème d'électricité. Le lithium, si on arrive à mieux utiliser, ça peut nous aider à sortir vraiment de cette dépendance en hydrocarbures. Parce que
les centrales solaires, on peut bel et bien les faire fonctionner avec le lithium. De nos jours, on a des véhicules, des motos qui roulent avec les batteries électriques. Donc, imaginez qu'on puisse développer vraiment le lithium. Je pense que la moto avec essence, dans 10 ans, on ne le verrait plus en circulation. D'autres diront que quand il n'y a plus de soleil ces jours-là. Non, le lithium permet de stocker. Les gens pensent que c'est du carburant. Non, le lithium, ce n'est pas du carburant, ça permet de stocker l'énergie. Donc, même si on a l'énergie venant de l'hydraulique, on peut stocker l'énergie avec les batteries. Donc, vous voyez un peu, par exemple, quand vous prenez dans certains pays en Europe, moi, l'année passée, j'ai été à Saint-Pétersbourg pour un forum, mais j'ai été surpris que dans la circulation, il y a des trains qui marchent en lithium, électrique, parce que c'est des batteries. Il y a des bus qui marchent en électrique, il y a des motos, des véhicules. Vous n'entendez aucun bruit. Donc, c'est possible? C'est très bien possible. Mais ça va vous surprendre. Hein. C'est comme le téléphone que vous avez. Le 3310 là, dans les années 2000, quand tu avais ça, mais tu te sentais bien, tu te sentais un jeune riche. Mais aujourd'hui, on te donne ça gratuitement, mais tu refuses. Mais, vous voyez un peu, à cause de l'évolution de la technologie, c'est pour dire que le monde avance à grands pas. Dans 10 ans, dans 20 ans maximum, vous allez voir dans la circulation, les motos thermiques vont disparaître. Les motos qui marchent avec le carburant, l'essence, ça va disparaître. Les véhicules qui vont marcher avec le carburant, ça va disparaître. Vous allez voir, il faut l'écrire dans 10 ans, 20 ans, c'est ce qui va arriver. Hein. Vous allez voir des stations où tu viens, tu t'arrêtes, tu recharges ta batterie et puis tu passes. Tu n'as pas besoin d'acheter du carburant. Bon, maintenant, c'est ce que nous avons besoin parce qu'on n'est pas un pays producteur pour le moment. Bien qu'on a des indices du pétrole, du gaz, mais comme on n'en produit pas d'abord. Mais maintenant, le lithium, c'est déjà une réalité qui est là. Donc, on aurait dû vraiment prendre de l'avance. Prendre de l'avance sur les autres, bien sûr, parce que déjà, nous, on a la matière première. Et les panneaux solaires, par exemple, on le fabrique à base de silicium. Le silicium, on l'obtient avec du quartz et du sable. Le quartz, j'ai vu un grand gisement de quartz dans la zone de Yélimani, à perte de vue. Les résidus de quartz qui sont là-bas, mais c'est des milliers de tonnes qu'on peut utiliser pour faire des panneaux solaires. Donc, vous voyez qu'on a les matières principales dans les deux cas, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les batteries, on a les deux matières principales qui sont là. Donc, à mon avis, c'est à l'État qui aurait dû anticiper et qu'on puisse faire un mix énergétique, c'est-à-dire qu'on sorte de l'énergie thermique, l'énergie qui marche avec l'hydrocarbure. Vous voyez, notre électricité, on a beaucoup de soucis parce que on fait fonctionner nos centrales avec du diesel, ce qui n'est pas normal. Peut-être, comme Assimi, le président de la République, et le président de la transition a eu à mettre la pose de la première pierre de beaucoup de centrales, bien que ça tarde, nous pensons d'abord que l'intention est déjà bonne. C'est-à-dire qu'on a déjà une intention de quitter l'énergie thermique et migrer vers l'énergie solaire. Et pourquoi pas, dans les jours à venir, développer aussi l'énergie hydroélectrique. À mon avis, c'est ce qui va nous permettre de nous sauver vraiment de cette crise, même du carburant. Parce que si on a les motos électriques là, et qu'on a l'électricité presque gratuitement, à mon avis, le problème est réglé. Oui. Tu l'as vu tout de suite, moi j'ai une moto électrique chez moi, hein. J'ai une batterie lithium qui est LDM ou pas là. Moi j'ai l'électricité chez moi, c'est pas pour me vanter, hein, mais c'est juste pour pousser les gens à migrer vers le solaire, parce que c'est ça notre avenir. La moto électrique, moi je fais le chargement, j'ai 150 km à parcourir. Même s'il n'y a pas de carburant à Bamako, là, moi quand même, j'ai quelque chose de quoi je vais rouler. C'est pour dire que nous devrons sortir de cette dépendance en hydrocarbures. C'est vrai qu'on ne peut pas s'en passer à 100% pour le moment, mais au moins on peut réduire la facture en hydrocarbures de presque 70% et l'amener presque à 10% ou 20% de besoin. Mais actuellement, notre besoin en hydrocarbures est de 80%. Ce qui fait que nos usines, pour les besoins en électricité, marchent avec l'hydrocarbure. L'énergie, les centrales thermiques marchent avec ça. Nos motos, les véhicules, tout marche avec ça. Et maintenant, c'est à l'État de mettre en place une politique qui va faire que
de faire la promotion des énergies renouvelables, c'est-à-dire tout ce qui est véhicules électriques, les motos électriques, et de faire cette promotion et même peut-être de subventionner, peut-être de faciliter aux commerçants d'importer ça à moindre frais. Parce que si je dois acheter une Jakarta à 360 000 francs et que j'ai une moto électrique qui est à 250 000, je crois que le choix est déjà vite fait. Donc, à mon avis, c'est à l'État de créer des conditions afin que nous puissions avoir ces motos-là, ces véhicules-là. Vous allez voir que ça va réduire l'importation de l'hydrocarbure. L'État, le Mali, dépense plus de 1000 milliards par an dans l'importation de l'hydrocarbure. 1000 milliards. Plus de 1000 milliards par an. Et quel est le budget alors du Mali même? Mais c'est pour dire que notre dépendance en hydrocarbures est très très élevée, surtout dans la sous-région, est très élevée. Parce que tout ce qui fait fonctionner nos usines, nos besoins, nos services de l'État, s'il n'y a pas d'électricité, vous voyez, vous partez dans certains services, on va vous dire que ça ne marche pas. Donc on a une forte dépendance des hydrocarbures. Donc, si vous prenez la douane, 60% des recettes de la douane, ça vient de l'importation de l'hydrocarbure. Mais en réalité, ça n'arrange pas l'État malien, ça n'arrange pas les Maliens. Il faudrait que les gens ouvrent les yeux qu'on est en train de prendre notre argent et faire développer d'autres pays. Parce que le carburant qu'on va acheter là, ça sert à développer d'autres pays. Hein. Nous, ça ne nous sert pas absolument. Mais si on avait un mécanisme afin de réduire cette importation d'hydrocarbures, ce montant qu'on a envoyé va rester ici au Mali. Et cet argent peut être utilisé à d'autres fins et qui va peut-être servir de développement au lieu que vraiment qu'on soit très très dépendant de l'hydrocarbure. Voilà, c'est pour vous dire que les avantages des ressources minérales sur l'économie, voilà un peu. Maintenant, ce qui nous a aussi frappé, c'est qu'on n'a pas pensé aller vers la diversification de l'exploitation de nos ressources. Bon, certains disent, certains, par exemple, disent monoculture de l'or, mais moi, je vais les corriger. On ne dit pas monoculture de l'or, on dit la monoproduction de l'or. On a très longtemps été dépendant de la production de la monoproduction de l'or. C'est-à-dire, à part l'or, on n'a pas pu développer le secteur du ciment, du calcaire, on n'a pas pu développer le secteur de la bauxite, le secteur du fer, le secteur de l'uranium, et pourtant, on a de grandes quantités le secteur des phosphates, et pourtant, on a de grands gisements de ces ressources-là qui sont là, même le pétrole. D'ailleurs, même le sel. Oui, bien sûr. Le Mali était réputé. Bien sûr, le sel est Albénie. Est-ce que vous voyez? Donc, on a tout laissé en se concentrant trop sur l'or, ce qui a eu des conséquences très graves. Parce que, heureusement que le cours de l'or est à 4 000 $ l'once, ce qui est vraiment exceptionnel dans l'histoire du monde. C'est le cours historique de l'or. Et maintenant, nous, on aurait dû quand même en profiter. Voilà. Et maintenant, c'est de penser à faire la diversification de l'exploitation d'autres ressources minérales dont je viens de citer. Je pense que c'est comme ça que notre économie pourrait vraiment sortir de l'ornière et vraiment que nous puissions avoir une économie émergente qui va permettre le développement. Parce que quand l'économie va, tout va. Quand l'économie ne va pas, rien ne va. Ouais, voilà. Ça, c'est selon Mourou Makalou. Et derrière moi, c'est que l'argent n'aime pas le bruit. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire tout ce que nous venons de dire là, s'il n'y a pas de stabilité des institutions, la stabilité socio-politique et sécuritaire, s'il n'y a pas ça, vraiment, c'est très difficile de faire développer les projets miniers, les projets des ressources minérales. Donc, nous devrons travailler à amener la paix, la cohésion sociale, afin que nous ayons un pays stable. Un pays stable, et c'est ce qui va faire bouger l'économie, et tout est lié à l'économie. Il n'y a pas de développement sans l'économie. L'économie, il n'y a pas de développement aussi sans sécurité. Sans sécurité aussi, sans développement aussi, il n'y a pas de sécurité. Donc les deux sont liés. Je pense qu'on doit travailler sur ces facteurs-là, afin qu'on puisse avoir un pays qui a une économie très solide, qui n'aura rien à envier à d'autres pays, qui va faire que les Maliens pourront rester chez eux à cause du développement qu'on a chez nous. C'est vraiment nos jeunes n'aillent pas à la mer, prendre des risques pour aller en Europe, c'est parce que ce qu'ils cherchent ne se trouve pas ici. Et si nous travaillons avec nos ressources, notre économie, à avoir tout ce que nous voulons ici, je pense que c'est d'autres qui viendront chez nous et non le contraire. Et c'est ce que je souhaite pour le Mali. Mais tout cela est possible.
avec une bonne vision politique, avec une bonne volonté politique et être ensemble pour la construction du pays. C'est comme ça que nous pouvons aller très très loin et que c'est comme ça que l'économie du Mali pourra vraiment être une économie de développement.